Qu'est-ce que vous feriez si je vous apprenais que ces grands dirigeants en apparence respectables avaient enlevé, sali, abusé une enfant, blanchi des millions d'euros, séquestré et trafiqué des humains, qu'ils étaient en relation étroite avec la mafia, qu'ils ont participé aux rébellions contre l'URSS en Pologne et qu'ils cachaient des secrets que vous n'auriez même pas imaginés? Qu'est-ce que vous diriez s'ils avaient menti sur les gens enterrés chez eux, qu'ils dissimulaient des informations sur la disparition d'une petite fille dans des coffres-forts scellés et que les 2 derniers papes qui se sont succédés savent absolument toute la vérité? Que toutes ces déclarations sont liées entre elles par une histoire absolument dingue et terrifiante qui a duré plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous feriez si je vous disais qu'ils avaient gardé en captivité celle qui avait toutes les réponses? Que tout cela s'est passé sous vos yeux et les miens sans que personne n'ait le moindre soupçon. Les amis, bienvenue dans l'histoire la plus sombre du pape et de l'église, la disparue du Vatican. Les amis, j'ai une petite histoire à vous raconter. Tout commence en 1994 dans un village nommé Bannack, situé dans le Montana. Là-bas vivait une famille dans une maison à l'écart des autres habitations. Ils étaient connus dans le village comme étant un peu étranges, notamment la mère qui avait pour habitude de s'adonner à des rituels ésotériques. Le problème, c'est qu'un jour, ça a mal tourné et que ça s'est tragiquement terminé avec la mort de son mari, puis la mort de cette dame qui mettra fin à ses jours, laissant seul un petit orphelin. 30 ans plus tard, d'étranges phénomènes surviennent et une folie meurtrière s'engage dans le petit village isolé sans que personne ne sache quoi faire. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en savoir plus, j'ai exactement ce qu'il vous faut grâce au sponsor de cette vidéo. Nous sommes dans la période d'Halloween, on va passer des soirées à plusieurs en s'amusant et en se faisant flipper. Et quoi de mieux pour ça qu'un livre escape game interactif. Il va vous permettre notamment de vous immerger à 100% dans des vibes flippantes et un peu glauques. Et très sincèrement, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, donc merci à Soft Game de me l'avoir fait découvrir. Et franchement, moi et les autres, on a passé de super bons moments. Dans ce livre, vous allez incarner un flic chargé d'enquêter sur ces fameux meurtres du village de Bannack. Vous avancerez page après page à la première personne dans l'enquête. Pour moi, le gros point positif, c'est qu'il n'y a absolument rien à télécharger, que vous ayez un Android ou un iPhone. Il n'y a absolument aucune application tierce à télécharger. Tout se fait directement avec le QR code que vous pouvez scanner directement avec votre appareil photo et vous pouvez directement répondre sur votre téléphone. Le livre est dispo sur Amazon et vous avez évidemment un lien dans la description. Merci encore une fois à Solve Game d'avoir sponsorisé la vidéo et aussi à présent d'animer mes soirées. Et retour à l'histoire. Situé en plein cœur de Rome, en Italie, se trouve un gigantesque et magnifique palais datant de 1589 que nous connaissons tous, le Vatican. J'ai toujours été fasciné par cet état indépendant au milieu d'une ville qui gouverne et régit ses propres lois et où siègent les représentants de l'église catholique. D'ailleurs, je le savais même pas, mais au Vatican, on peut y vivre. Il y a quelques quartiers résidentiels réservés aux membres du clergé et aux employés du Saint-Siège et à leurs familles. Et dans l'un de ces quartiers vit la jeune Emanuela Orlandi, avec sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. Emanuela aime la musique pop, elle joue de la flûte et du piano, et c'est vraiment une fille tout à fait normale pour cette époque, mis à part qu'elle vit et elle habite au Vatican. Pour comprendre la suite de l'histoire, on va devoir se rendre en 1981, plus précisément le 13 mai, avec un événement qui, pour le moment, ne semble pas avoir de lien direct avec notre histoire. Le retour de Pologne du pape Jean-Paul II. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Alors que le pape est en train de saluer la foule, un homme lui tire dessus à 2 reprises. Jean-Paul II est touché d'abord au doigt, puis à la poitrine, et il s'écroule sur le coup. Il est rapidement conduit à l'hôpital le plus proche. Quant à l'homme qui lui a tiré dessus, il profite des mouvements de foule pour se fondre dans la masse et disparaître. Il va s'extirper de la place Saint-Pierre et commencer sa fuite qui va très vite s'arrêter lorsqu'une sœur remarque son comportement suspect et le plaque au sol. Et ce, avant de se faire arrêter par les forces de l'ordre. Son nom, Mehmet Ali Aksa. Il a 23 ans et il est membre d'un groupe nationaliste d'extrême droite turc, connu sous le nom des Loups Gris et responsable de plusieurs attaques terroristes. Bon, c'est bien beau toute cette histoire, mais c'est quoi le rapport avec Emanuela? Pour l'instant, en apparence du moins, aucun. J'ai bien dit pour l'instant.
Le 22 juin 1983, Emanuela Orlandi doit se rendre à son cours de flûte, qui se trouve à l'extérieur du Vatican, à quelques minutes à pied, dans la ville de Rome. Cette journée-là, les températures atteignent 37 degrés et Emanuela se voit mal marcher en plein cagnard jusqu'à son école de musique. Son grand frère est à la maison ce jour-là et elle lui demande de l'emmener à son cours de musique, mais celui-ci refuse, prétextant un rendez-vous, mais en réalité il avait juste vraiment très la flemme. Pas très français ce que je viens de dire là. Emanuela s'énerve, ils s'échangent quelques insultes et elle s'en va. Le soir même, vers 19h, Emanuela appelle sa sœur et elle va lui annoncer une nouvelle plus qu'étrange. Un homme l'aurait abordé dans la rue, lui expliquant qu'il était représentant de la marque Avon et qu'il lui proposait un job en tant que vendeuse de tracts pour les cosmétiques Avon. Sa sœur et Emanuela se donnent rendez-vous sur le pont du palais de justice, mais à 19h30, Emanuela n'est toujours pas là. En rentrant, sa sœur s'attend à la voir à la maison, mais encore une fois, personne ne l'a vue. À 21h30, sa famille comprend que quelque chose ne va pas et on commence à se mettre à sa recherche. Ils appellent tous les hôpitaux, l'école de musique, les commissariats, il n'y a aucune trace d'Emanuela. Elle s'est complètement évaporée dans la nature. Un autre détail assez stressant va venir ajouter une pression sur la famille, c'est qu'ils habitent au Vatican. Et au Vatican, à minuit pile, on ferme les portes. Emanuela se retrouverait donc bloquée à l'extérieur de l'enceinte si par miracle elle venait à rentrer durant la nuit. Le lendemain matin, et sans trace de la jeune fille, sa famille se décide à déclarer sa disparition à la police de Rome. Dans les jours qui suivent, 2 policiers déclarent avoir vu une fille qui ressemblait à Emanuela se faire aborder dans la rue par un homme d'environ 1m80 et 40 ans. Bref, plus ou moins un monsieur de tout le monde et n'importe qui qu'on croise dans la rue. On a néanmoins une information qui s'avère assez importante. Il s'est garé dans ce qui semble être sa voiture personnelle, une BMW verte. On imagine alors rapidement que cette personne pourrait être le représentant Avon. Et 2 jours plus tard, une photo d'Emanuela est publiée dans le journal, avec son âge, son nom et un numéro de téléphone. Faut comprendre que dans cette histoire, la partie la plus terrifiante n'est vraiment pas ressortie tout de suite. Au départ, on pensait même que c'était une simple fugue et qu'elle reviendrait assez rapidement. Tout ça jusqu'au moment où la famille reçoit un appel qui va bousculer l'histoire. Un homme leur explique qu'il était au bar juste à côté de l'école de musique lorsqu'une jeune fille qu'il reconnaît comme étant Emanuela s'est présentée en tant que vendeuse de produits cosmétiques. Des produits cosmétiques de la marque Avon. Un autre détail très intéressant, c'est que cette jeune fille a dit s'appeler Barbara. Attendez juste une minute. Pourquoi elle aurait changé de nom? Pourquoi travailler pour une marque de cosmétiques sans le dire à personne? Et pourquoi vendre des produits dans un bar? Il y a clairement un truc qui va pas là-dedans. Et ça ne va pas s'arranger puisque le lendemain, la famille reçoit la visite de 2 personnes qui se présentent comme étant des agents des services secrets italiens. Ils viennent réquisitionner les affaires d'Emanuela et leur donnent aussi un magnétophone qu'ils doivent installer sur leur téléphone et ils ont pour obligation de le laisser tourner en permanence pour capter tous les appels entrants. Et encore une fois, il y a un appel qui va bien se démarquer des autres. Un homme, cette fois-ci nommé Mario, explique qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais qu'une certaine Barbarella ou Barbara, une jeune fille aux cheveux noirs, qui était inscrite dans la chorale de l'école du Vatican, qui avait une flûte avec elle cette journée-là, qui vendait justement des produits de la marque Avon, lui aurait expliqué que son seul regret était de ne pas pouvoir chanter à la chorale. Et c'est cette dernière info qui va glacer tout le monde. Malgré que son instrument de prédilection soit la flûte, Emanuela était effectivement inscrite en tant que chanteuse dans la chorale du Vatican. Et d'ailleurs, elle avait un spectacle de prévu quelques jours après son enlèvement. Et vous vous en doutez, mais ces détails, personne n'était censé être au courant, à part sa famille. Donc il y a clairement quelque chose qui va pas dans cette histoire. Maintenant sûr qu'Emanuela a bel et bien été enlevée, la famille décide d'imprimer en masse des photos qu'ils vont placarder dans toute la ville avec son nom, le numéro de téléphone des parents et l'intituler Scomparsa, disparu. Et là les amis, accrochez-vous bien, puisqu'à présent, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire. Et c'est en gros à partir de maintenant que ça va vraiment, mais alors vraiment partir en couille. Nous sommes le dimanche suivant la disparition d'Emanuela et comme chaque dimanche, le pape fait une allocution pour ses fidèles. Et ce dimanche de juin 1983, il rajoute une petite section à son discours. Il parle d'Emanuela. Personne dans la famille n'arrive à y croire. Le pape Jean-Paul II parle de leur fille disparue et leur adresse son soutien.
C'est un sentiment qui devrait être vachement réconfortant, surtout pour des croyants comme eux, et pourtant, ce n'est pas du tout ce sentiment-là qu'ils vont partager. Et pour cause, le pape, sans trop s'en rendre compte, va donner vie à un mystère et une réalité absolument terrifiante. Pour commencer, le pape va dire « Je m'adresse à la personne impliquée dans cette affaire ». Il laisse donc entendre qu'Emanuela n'a effectivement pas fugué et que quelqu'un est bien responsable d'un enlèvement sur la jeune fille. Ensuite, il va dire « J'espère qu'elle sera rendue à sa famille ». Sauf que s'il espère qu'elle sera rendue à sa famille, c'est qu'il sait qu'elle est détenue et par extension qu'elle est toujours en vie. Comment le pape a-t-il eu accès à ces informations, ou plutôt qui lui a donné? Le pape serait-il quelque chose qu'on essaie de nous cacher? Vous allez très vite voir que c'est mais alors que le début des problèmes. Quelques jours après le discours du pape, un homme appelle durant la nuit le père d'Emanuela. Il parle en italien, mais on reconnaît rapidement un accent étranger. Ça ressemble d'ailleurs à un accent américain. L'homme est alors simplement surnommé l'Americano. L'Americano leur apprend qu'il est en contact avec le Saint-Siège, le Vatican, et qu'il a quelque chose à leur faire écouter. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'Emanuela, qui explique qu'elle est au pensionnat Vittorio Emanuele II et que l'année prochaine, elle sera en 4e. L'homme explique aussi qu'il a séquestré Emanuela, mais qu'elle est en vie et qu'il n'a pas l'autorisation de donner plus d'informations à son sujet. Pour la famille d'Emanuela, c'est un cadeau du ciel. Leur fille est en vie, elle semble relativement bien allée et ils pensent que toute cette histoire sera bientôt derrière eux. Avant de raccrocher, l'homme va néanmoins poser une deadline. Ils tueront Emanuela le 20 juillet. Le seul moyen de la sauver, c'est de relâcher un prisonnier. Un prisonnier bien connu des Italiens et surtout bien connu du Vatican. Un dénommé Mehmet Ali Aqsa. Mardi 15 juillet, la famille d'Emanuela reçoit un autre appel des soi-disant ravisseurs qui les informent avoir contacté une agence de presse italienne et de leur avoir demandé d'aller chercher un paquet caché au Parlement à Rome et que celui-ci contient la preuve qu'Emanuela est toujours en vie. À l'intérieur d'une boîte, on retrouve effectivement une photocopie de sa carte d'identité ainsi qu'une note de frais de l'école et sa carte d'étudiante. On retrouve aussi une copie d'une feuille avec écrit dessus « Avec toute mon affection, votre chère Emanuela ». Et la famille confirme, il s'agit bel et bien de son écriture. Mais vous allez voir que c'est pas le seul truc fou qui va se dérouler cette semaine. Mehmet Ali Aqsa est condamné à perpétuité pour avoir tenté d'assassiner le pape. Et lorsqu'il en a l'occasion dans la foule, il va crier « Je n'ai rien contre l'Italie, je n'ai rien contre le pape. Je n'ai rien à voir avec les loups gris, c'est le KGB qui est derrière tout ça. » Le problème, c'est que ce qu'il dit à ce moment-là, c'est beaucoup plus que probable que ce soit en fait la vérité. Pour comprendre ce que les services secrets russes viennent faire dans cette histoire, faut s'intéresser au pape. Faut savoir qu'il est d'origine polonaise et qu'il est très proche du bloc anti-URSS de l'époque, et surtout qu'il est pour la complète autonomie de la Pologne. Et ça apparemment ça n'aurait pas plu à la Russie qui va commencer à foutre la pression à l'Italie et au Vatican pour qu'on libère Ali Aqsa. Le problème, c'est que si on rend Ali Aqsa à la Russie, on est sûr de plus jamais le revoir. Et du coup, on perd par la même occasion de précieuses informations. Emanuela ne serait donc pas la cible principale de son enlèvement, elle serait en fait tout simplement un pantin, utilisé pour faire du chantage. Et vous allez voir que l'histoire, elle va aller beaucoup plus loin. 4 jours avant la deadline, une des agences italiennes de journalisme qui couvrait l'affaire reçoit un autre appel. L'Americano explique qu'il a laissé un autre paquet, cette fois-ci dans une poubelle, près de la fontaine de Trévi. Selon lui, il contient la preuve irréfutable qu'Emanuela est encore en vie. Un journaliste s'empresse alors de se rendre sur place et il y trouve effectivement un colis et à l'intérieur, une simple cassette. Et lorsqu'il l'écoute, c'est la grosse douche froide.
Pour la famille, c'est juste un cauchemar. Personne ne comprend ce que cet enregistrement veut dire. Est-ce qu'ils abusent d'Emanuela? Est-ce qu'ils la torturent? Est-ce que tout ça est vrai? Ils se posent ces questions, et ce jusqu'au jour fatidique de la deadline. Il s'agit du 20 juillet 1983 et ce jour-là, l'église reçoit un appel de l'Americano. Il explique à un prêtre qu'Emanuela est toujours en vie et qu'ils lui laisseront la vie sauve si Mehmet Ali Aksa est libéré sur le champ. Et l'église refuse. Cette même journée, on ferme les portes du Vatican. On contrôle toutes les voitures voulant entrer ou sortir du Saint-Siège. Leur objectif, fouiller les coffres de toutes les voitures de la ville à la recherche du cadavre de la jeune fille. On va même passer au peigne fin les lacs à proximité, mais cette journée-là, aucun corps ne sera retrouvé. Et la localisation de la petite fille reste alors un mystère. Peu de temps après, les services secrets italiens vont à nouveau contacter la famille et vont leur faire une proposition pour le moins assez étonnante. Ils leur proposent de rediriger les appels de leur téléphone directement vers un cabinet d'avocats qui s'occupera de prendre les appels lorsqu'il s'agira des ravisseurs ou de demandes concernant l'affaire. Et ce, de manière totalement gratuite. L'avocat en question, c'est lui. Gennaro Egidio, spécialiste en redressement judiciaire. Autrement dit, le mec n'a aucune expérience en négociation d'otages ou en affaires criminelles ou terroristes. Vous allez donc me demander, pourquoi choisir? C'est à présent lui qui filtrera et gérera l'affaire pour la famille d'Emanuela. Effectivement, ça peut paraître illogique de le choisir lui, mais en réalité, c'est tout à fait cohérent de mettre cet homme en ligne de front. Car Gerano possède un autre atout que seuls ceux proches de lui connaissent très bien. C'est un professionnel en matière de scandale. Sa spécialité, mettre le couvercle sur tout ce qui pourrait entacher la réputation des gens avec qui il travaille. Pour la famille, c'est effectivement pas l'homme qu'il leur faut, mais il semble que pour quelqu'un d'autre, c'est exactement ce qu'il leur fallait pour effacer des preuves. La question reste encore, à qui Gennaro profite-t-il ? Et qu'est-ce qu'il y a à cacher? Nous sommes le 24 décembre 1983 et la famille reçoit encore une fois un appel assez inattendu. On leur annonce qu'ils doivent se préparer car le pape va venir en personne chez eux pour leur rendre visite. La scène est émouvante. La famille d'Emanuela se sent soutenue et touchée par son geste et à un moment donné, en baissant les yeux, le pape va dire à la famille que l'église fait tout ce qui est en leur pouvoir mais qu'il s'agit d'une affaire de terrorisme international. Autrement dit, c'est très compliqué pour eux de gérer l'affaire. Le problème, c'est que de l'autre côté de la ville, un agent des services secrets italiens transmet à la police de manière assez discrète et confidentielle des informations qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que dit le pape. Selon lui, et après avoir analysé la cassette audio envoyée par les ravisseurs, ce qu'on entend, c'est pas Emanuela. Il s'agirait en fait d'une scène d'un film X et il explique aussi que le KGB n'a absolument rien à voir dans l'affaire. Et surtout qu'il ne s'agit en aucun cas d'une affaire de terrorisme international. Il n'y a aucun lien entre l'enlèvement et Ali Aksa, ni avec la Turquie, ni avec la Russie, ni avec la Pologne. Selon lui, toutes ces allégations ne sont que des leurres pour détourner l'attention et cacher la vérité. La question est donc maintenant de savoir qui cache cette vérité. Et pourquoi? Le lendemain matin, la police transmet ces nouvelles informations à un journaliste qui écrit un article sur le sujet. Dans la même journée, le Vatican va répondre « Il ne s'agit que de fausses rumeurs à l'encontre du Saint-Siège ». Et cette journée-là, le journaliste est écarté de l'enquête et son employeur lui interdit de continuer à écrire sur le sujet. Le problème, c'est qu'il l'a peut-être vu juste et que quelqu'un veut absolument que le secret soit bien gardé. Nous sommes en 2005, soit 11 ans après la disparition d'Emanuela et le pape Jean-Paul II vient de décéder et avec lui, le secret de la disparition de la petite fille. La famille a perdu espoir et plus personne n'attend le retour d'Emanuela Orlandi. Et pourtant, un rebondissement va relancer l'affaire et nous plonger encore un peu plus dans un profond mystère. Un jour, une journaliste à la RAI, la première chaîne télévision italienne, reçoit un message plus qu'étrange sur sa boîte vocale. Pour résoudre l'affaire Emanuela Orlandi, enquêter sur ce qui est enterré dans la crypte de la basilique Saint-Apollinaire et sur la faveur que Renatino a faite au cardinal Poletti. L'information est plus qu'étrange et va tout de suite susciter la curiosité des journalistes. Le corps de la petite fille serait-il à proximité? La basilique Saint-Apollinaire se trouve au centre de Rome et devinez à côté de quel bâtiment elle a été construite? L'école de musique d'Emanuela. Le dernier endroit
où la jeune fille a été vue en vie il y a 11 ans. On va alors se rendre dans cette basilique et on trouve sur la gauche une porte qui mène à la crypte. À l'intérieur se trouve une tombe en grès blanc et dessus y est taillé un nom, Enrico De Pedis. Enrico De Pedis est l'une des figures les plus connues en Italie puisqu'il s'agit du plus grand gangster ayant existé. On le surnommait même d'ailleurs le roi de Rome. Le problème c'est que personne n'a le droit d'être enterré au Vatican, à moins d'en avoir l'autorisation ou d'avoir rendu un immense service au Saint-Siège. La question est donc, quel est le rapport entre le Vatican, le plus grand gangster de Rome, et Emanuela Orlandi? En faisant de rapides recherches, on apprend qu'en 1984, la police a réussi à l'arrêter suivant la trace de sa maîtresse, Sabrina Minardi. Et avec le profil de cette femme, on trouve aussi une adresse. Elle avoue avoir rencontré le gangster De Pedis dans un bar lorsqu'elle avait 22 ans. Et à ce moment-là, elle croit qu'il s'agit d'un homme tout à fait normal. Un jour, il lui demande une faveur. Et elle accepte. Sur un parking en pleine nuit, De Pedis arrive avec sa voiture accompagné d'une jeune femme. Il explique qu'il a besoin de la cacher quelques jours et demande à réquisitionner son appartement. Et Sabrina accepte. Elle est amenée dans une maison à une demi-heure de Rome et une fois arrivée, la jeune fille sort de la voiture et il s'agit effectivement d'Emanuela. Pendant les jours qui suivent, elle est enfermée dans une chambre avec l'interdiction formelle d'en sortir. On l'entend crier, gémir, pleurer, mais personne ne peut rien faire pour elle. Sabrina rapporte qu'Emanuela est totalement incapable de se gérer. Elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle et elle est droguée à longueur de journée pour rester docile. Emanuela restera enfermée pendant 10 jours dans cette chambre avant d'être emmenée dans un autre appartement. Sabrina pense qu'elle n'entendra plus jamais parler de la jeune fille, mais vous allez voir que c'est là que ça devient très étrange. Alors que Sabrina et De Pedis se baladent en voiture, ils s'arrêtent près d'un bar et expliquent à Sabrina qu'une dame va venir sous peu avec une voiture. Elle va se garer à côté d'elle et Emanuela sera transférée dans sa voiture, dans la voiture de Sabrina. Il lui indique ensuite un lieu où il faudra donner la jeune fille et ce lieu, c'est une station-service. Le problème, c'est que c'est pas n'importe quelle station-service. Il s'agit de la station-service du Vatican. Et putain, les amis, c'est là que tout va prendre un tout autre sens. Lorsque Sabrina arrive à la station essence, une Mercedes noire immatriculée au Vatican l'attend déjà. De cette voiture en sort un prêtre en uniforme noir avec un chapeau. Il sort Emanuela de la voiture, l'emmène dans sa Mercedes noire et le prêtre monte avec elle et disparaît. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire si c'est vrai? C'est pas juste une affaire de gang ou de mafia ou d'enlèvement, c'est un complot à l'échelle d'un pays. Et le Vatican aurait joué un rôle dans cette histoire? Pour en être sûr, la police rouvre l'enquête après ces déclarations et demande à Sabrina de les conduire jusqu'au supposé appartement où Emanuela aurait été conduite. Il s'avère que cet appartement appartenait à une certaine Daniela et que Daniela était une des membres de la Banda della Magliana, un gang italien dont le chef est Enrico De Pedis. Sabrina disait donc juste, Emanuela a effectivement séjourné dans cet appartement. Il y a un autre élément très perturbant qui a été retrouvé par les enquêteurs. En cherchant bien, on se rend compte qu'une pièce qui n'existait pas sur les plans de la maison se trouvait pourtant au sous-sol. Elle avait donc été construite après l'achat de la maison. C'était une sorte de pièce secrète, construite justement pendant la période où Emanuela a été gardée captive, et autant vous dire que cette pièce me terrifie tout simplement. Et croyez-moi, c'est loin d'être fini. Pour comprendre la suite de l'histoire et surtout pour comprendre le lien entre la mafia et le Vatican, il faut remonter à un truc qui n'a a priori rien à voir, la prophétie de Fatima. La prophétie de Fatima stipule que le 15 mai, un pape sera tué et que le seul moyen de l'en sauver est que la Russie se remette sur le droit chemin du catholicisme. Le problème, c'est que cette prophétie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, va s'avérer vraie. Le 15 mai, à 17h17, le pape reçoit 2 coups de feu et est emmené d'urgence à l'hôpital. D'ailleurs, il dira lui-même plus tard « Je suis forcé de croire que je suis le pape dont parlait la prophétie de Fatima ». Il va alors germer une idée folle dans la tête du pape, faire tomber le communisme en Pologne et par la même occasion reconquérir la religion dans le bloc est de l'Europe. Je sais que ça paraît absolument dingue dit comme ça, mais non seulement c'est vrai, mais en plus c'est juste le début. Un mouvement anticommuniste est très présent en Pologne, Solidarność. L'idée est simple, financer Solidarność pour renverser le communisme. Et vous allez voir exactement comment
ils s'y sont pris. Le problème ici, c'est que le Vatican il est bien emmerdé, parce qu'il n'a pas le droit de donner d'argent à part aux églises et aux activités caritatives, et surtout pas au mouvement politique d'un pays sous l'URSS. Ils vont donc devoir masquer les fonds. En Italie, l'une des plus grandes banques du pays est la banque Ambrosiano. Ces fonds, c'est-à-dire l'argent qu'elle possède, viennent d'investisseurs privés, mais aussi de la mafia, dirigée par Enrico De Pettis. Ils ont donc soigneusement ficelé une technique pour blanchir les fonds. L'argent ne peut pas être directement envoyé à Solidarnosc sans que Ambrosiano ne se fasse tomber dessus par un contrôle fiscal et se retrouve dans les problèmes. Sauf qu'à côté d'eux, se trouve un tout autre pays. En effet, si l'argent est envoyé au Vatican, régi par ses propres lois et qui a ses propres autorités de contrôle, personne ne peut suivre l'argent une fois que celui-ci a dépassé le portail du Saint-Siège, puisque le Vatican n'est soumis à aucun contrôle fiscal international. Sabrina est alors envoyée depuis la banque Ambrosiano jusqu'au Vatican avec des sacs bourrés de cash, et ce, pour les acheminer au bureau de banque de Monseigneur Marcinkus, qui l'attendait là-bas pour récupérer les fonds. L'argent est ensuite investi dans des sociétés fictives qu'il crée aux Bahamas afin d'être blanchi. En tout, le Vatican va faire blanchir un demi-milliard de dollars. Une fois propre, l'argent revenait au Vatican sous forme de dons qui le redonnaient à la banque Ambrosiano, puis les redistribuait à la mafia et à ses collaborateurs moyennant des intérêts redistribués au Vatican. Et c'est comme ça qu'on blanchit de l'argent et qu'on en gagne. Ce montage financier a fonctionné pendant un temps, puis c'est très vite parti en couille. Calvi, le responsable de toute cette opération et employé de la banque Ambrosiano, décide de quitter l'Italie très vite pour éviter de rendre des comptes à la justice italienne. Sauf qu'à ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais Calvi n'a pas seulement quitté l'Italie, il a aussi disparu. Quelques semaines plus tard, à Londres, un homme se promène près d'un pont et y remarque un corps pendu à une poutre. Cet homme retrouvé mort, c'est Calvi. Au début, on pense naturellement à un suicide, mais après coup, on se rend compte que plusieurs choses ne collent pas du tout. Premièrement, Calvi est un catholique, il est très croyant, et dans la religion catholique, c'est hyper mal vu de s'enlever sa propre vie. C'est donc quelque chose qu'il n'aurait probablement jamais osé faire. De plus, lorsque son corps est descendu de l'échafaudage sur lequel il est pendu, on retrouve 4 grosses pierres dans ses poches. Elles auraient été utilisées pour ajouter du poids à son corps et le tuer sur le coup lorsqu'il se jetait d'une certaine hauteur. Il y a autre chose qui interpelle les médecins légistes, c'est l'absence de quelque chose. En effet, après avoir fait le test avec un homme de corpulence et de taille identique, on se rend compte que pour se rendre jusqu'au lieu où il s'est pendu, non seulement c'est très dur de le faire avec des pierres dans les poches, mais en plus, c'est vraiment très galère. Genre l'homme qui a fait le test après coup s'est énormément sali, il s'est même égratigné plusieurs parties du corps et a fait des trous dans ses vêtements. Or, vous vous en doutez, mais le corps de Calvi est immaculé. Son costume est impeccable et n'a aucune trace de poussière, de trous ou ne serait-ce que d'égratignures. Seule conclusion possible, c'est pas un suicide. Il est clair que Calvi ne s'est pas fait que des amis lorsqu'il a quitté le navire et a laissé tout le monde en plan. Et après coup, il est maintenant sûr qu'il a été tué par un membre de la mafia. Ce qui est troublant, c'est que ce meurtre n'est pas anodin. C'est en fait un message. On a vite conclu qu'il était très difficile de le pendre spécifiquement à l'endroit où il était retrouvé. Le meurtre voulait donc forcément dire quelque chose. De plus, on a retrouvé plusieurs devises dans ses poches, qui comptabilisaient l'équivalent de 16 000 $. Et le pont où il a été retrouvé, c'est le Black Friars. L'argent dans ses poches représentait le scandale de la banque Ambrosiano, et Black Friars, c'est un ordre de moines catholiques, qui est d'ailleurs étroitement lié au Vatican. Et d'ailleurs, c'est un ordre qui est très connu pour se vêtir uniquement de tunique noire. Le message de la mafia est donc beaucoup plus clair maintenant. À tous ceux qui nous doivent de l'argent, rendez-le nous, ou vous finirez comme Calvi. Et c'est ainsi qu'on découvre le lien fou entre la mafia et Emanuela. Ce n'est pas à la petite fille ou à sa famille qu'on en veut, c'est au Vatican. Emanuela vivait au Vatican. Le message derrière son enlèvement était de prévenir le Vatican en kidnappant l'une de ses filles. Le gros problème avec tout ce que je vous ai dit depuis avant, c'est qu'on a de plus en plus l'impression que le Vatican est au courant de cette affaire et qui tente simplement de cacher le secret. Le problème, c'est que c'est pas la fin des choses très bizarres qui se trament là-bas. Le pape François donne une messe dans la paroisse de Sainte-Anne, la paroisse d'Emanuela, et son frère décide de s'y rendre. Lorsque le pape remarque la famille d'Emanuela, il va leur parler. Et en fait, il va plus précisément leur dire 4 mots. Emanuela est au ciel. Pour la famille d'Emanuela, c'est la grosse douche froide. Ce qui est fou, c'est qu'il n'est au pouvoir que depuis 2 semaines. Et il sait déjà qui sont les membres de sa famille. Et il semble aussi en savoir beaucoup plus sur l'affaire. D'ailleurs, son frère va même lui répondre « Je continue d'espérer ». Et le pape va alors lui répéter cette même phrase « Emanuela
est au ciel. Et ce qui est fou, c'est qu'il lui dit vraiment ça comme s'il savait ce qui était arrivé à Emanuela. Et ça, malheureusement, on n'en avait jamais la preuve. Jusqu'en 2016. En effet, cette année-là, le Vatican va subir l'un de ses plus gros scandales. Le Vatilique. Il s'agissait d'une fuite d'informations confidentielles considérable sur la gestion des comptes et des documents classés secrets et gardés précieusement dans des coffres-forts au Vatican. Imaginez une seule seconde, tous les sombres mystères passés sous silence qu'on essaie de cacher, dévoilés aux yeux de tous. C'est exactement ce qui s'est passé. Durant le Vatilique, on découvre notamment un procès qui s'est tenu dans l'enceinte même du Vatican et qui n'a donc jamais été publié, partagé ou médiatisé. Dans ce fameux procès, un prêtre a été appelé à témoigner par la justice du Vatican, sauf que ce prêtre, c'est pas n'importe qui. C'est le secrétaire des affaires économiques du Vatican. Et il va raconter une histoire plus qu'étonnante. 2 ans avant le Vatilique, il affirme qu'une personne est entrée par effraction au Vatican durant la nuit. Cette personne est sûrement interne, puisqu'elle n'a pas forcé de serrure pour entrer, elle a juste utilisé un trousseau de clés. Il ou elle s'est ensuite dirigé vers la salle des coffres et à l'aide d'un chalumeau a réussi à en ouvrir un et a volé plusieurs documents. Selon cette personne, qui n'est toujours pas connue à ce jour, les documents que contenait ce coffre étaient tenus secrets par le Vatican et traitaient d'anciennes affaires et scandales ainsi que de la franc-maçonnerie. Étant donné que le Vatican est un état à part, c'est sa propre gendarmerie qui va enquêter sur le vol. Et les résultats de l'enquête sont encore aujourd'hui tenus sous silence. Mais c'est pas le plus fou. Certains des documents volés ont été renvoyés au ministère, en Italie cette fois-ci. Lorsqu'ils ont ouvert les documents, ils tombent sur un dossier secret nommé Emanuela Orlandi. Pendant des années, le Vatican a toujours rassuré la population en expliquant qu'ils n'avaient rien à voir dans cette affaire et qu'ils ne sont responsables en rien de son enlèvement. Et du jour au lendemain, on découvre par hasard qu'ils ont un dossier secret enfermé dans un coffre-fort scellé et celui-ci est nommé Emanuela Orlandi. Non mais c'est quoi cette affaire de dingue? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire subir à cette gamine? Pour le savoir, on va devoir ouvrir le dossier secret du Vatican. Dans ce dossier, il y a une liste nommée « Dépenses effectuées par l'État du Vatican pour la citoyenne Emanuela Orlandi ». Ce document a été rédigé par le cardinal Lorenzo Antonetti, responsable des finances du Vatican à l'époque. Il liste alors les dépenses que le Vatican a engendrées pour Emanuela. Et tout ça accompagné de cette phrase « Liste des dépenses pour le financement de l'éloignement d'Emanuela Orlandi de son domicile et de sa famille ». Et c'est là qu'on comprend qu'il savait tout depuis le début. Le Vatican et les papes qui se sont succédés ont toujours su où était Emanuela depuis le jour de sa disparition. Ils ont masqué volontairement son enlèvement et l'ont fait passer pour un coup du KGB ou de Mehmet Ali Aksa. Mais ce document-là remet absolument tout en cause. La question est maintenant de savoir où est la disparue du Vatican. Pour le savoir, il faut s'intéresser à cette liste. On y rédige les dépenses liées à Emanuela, donc sa pension, ses repas, ses activités, son éducation, ses transferts. Et le gros problème, c'est que quand on regarde de plus près, on remarque un détail qui change la donne. Toutes ces dépenses ont été payées par le Saint-Siège, donc par le Vatican. Mais elles n'ont pas été faites au Vatican. Ces dépenses ont toutes été réalisées à Londres. Un autre détail qui pour le coup est vraiment glauque, c'est que cette liste elle commence en 1983, l'année de son enlèvement, mais elle va soudainement s'arrêter en 1997. Emanuela, elle a vécu cachée de sa famille, probablement enfermée quelque part à Londres pendant 14 ans. Mais ensuite, elle est allée où? Si on continue notre enquête, on retrouve sur l'une des feuilles l'adresse à Londres où Emanuela avait été envoyée. Et vous allez voir que ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. En effet, il est écrit qu'Emanuela résidait au 176 Chapman Road à Londres. Le problème, c'est qu'à Londres, il y a 3 Chapman Road et que toutes les 3 rues s'arrêtent avant le 176. L'adresse indiquée par le Vatican n'existe donc tout simplement pas. Du moins, c'est ce qu'on va penser pendant un certain temps. En réalité, il y a eu simplement une erreur de frappe dans le dossier. Emanuela, elle résidait au 176 Clapham Road. Et si vous trouvez que c'est un petit peu gros comme explication, vous serez alors étonné de savoir qu'à Londres, le 176 Clapham Road, c'est ça, une auberge de jeunesse exclusivement réservée aux jeunes filles, qui appartient aux missionnaires de Saint-Charles, une congrégation catholique étroitement reliée au Vatican. Comme vous le voyez, on a affaire à des révélations absolument dingues. Mais selon moi, c'est clairement pas la pire. La pire, c'est la dernière ligne des dépenses. Et accrochez-vous parce que, à mon avis, vous attendez vraiment pas à ce que je vais vous dire. La dernière dépense, c'est-à-dire 14 ans après son enlèvement, est la suivante. Activité générale et transfert au Vatican, suivi de la procédure finale, pour 21 millions de lire italiens,
soit 11 000 €. À votre avis, procédure finale, ça vous évoque quoi? Emanuela a très probablement été rapatriée et enterrée au Vatican, à quelques mètres de sa famille qui la cherche depuis des décennies et dans le plus grand secret, cachée aux yeux de tous, devant leurs yeux. Si Emanuela a vraiment été enterrée au Vatican en secret, elle ne peut être qu'à 2 endroits. En effet, le Vatican ne possède que 2 cimetières, le cimetière de Sainte-Anne et le cimetière teutonique. Reste à savoir dans lequel des deux elle a été cachée. Quelque temps après cette découverte, l'avocate du frère d'Emanuela reçoit une lettre assez étrange. Il y a simplement écrit « Si tu veux trouver Emanuela, cherche ou regarde l'ange », et ce, accompagné d'une photo. Il décide alors de se rendre au cimetière teutonique et après quelques minutes de marche, il trouve l'ange. Et là, il n'y a plus aucun doute, Emanuela, elle a bel et bien été enterrée au cimetière du Vatican. Et il faut absolument en avoir la preuve. L'avocate envoie aussitôt un courrier pour expliquer sa démarche et avoir des explications. Et devinez quoi? Quelques mois plus tard, le Vatican leur donne une réponse. Et à leur plus grand étonnement, ils autorisent l'ouverture de la tombe de l'ange ainsi que d'une autre tombe adjacente. Faut savoir que c'est un acte sans précédent. Jamais personne n'a eu l'autorisation de faire ouvrir une tombe sacrée dans le Saint-Siège. Le jour de l'ouverture, on découpe d'abord la tombe avant d'y creuser un trou et de découvrir un caveau de 3 mètres de haut. À l'aide d'une échelle, on arrive jusqu'en bas, puis on creuse encore une fois pour ouvrir les tombes. Et à leur grand étonnement, il n'y a rien. Quand je vous dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas Emanuela, mais c'est aussi que le caveau est complètement vide. Personne n'est enterré sous cette tombe. Ni Emanuela, ni même les 2 princesses allemandes qui étaient censées être enterrées ici. Il est clair que le Vatican et les 2 papes qui se sont succédés ont quelque chose à cacher, et ne veulent tout simplement pas qu'on en parle. Mais on est tout de même en droit de se demander pourquoi Emanuela? Pourquoi une jeune fille innocente aurait dû subir ces choses absolument horribles? Pourquoi l'avoir cachée et avoir démenti toutes ces accusations? Est-ce qu'il y a un dernier secret qu'on n'aurait pas encore trouvé? Eh bien en fait ça, on va l'apprendre que des années plus tard, lorsqu'une amie d'enfance d'Emanuela, voulant rester anonyme et qui était elle aussi scolarisée à l'école du Vatican, va enfin se décider à parler. Et vous allez voir que ce qu'elle va révéler va faire l'effet d'une bombe. Une semaine avant l'enlèvement d'Emanuela, elle décide de se confier à son amie. Elle l'appelle au cours d'une après-midi et lui explique qu'elle a un secret à lui dire. Les 2 amis se rejoignent alors et Emanuela n'est clairement pas à l'aise. Elle a l'air effrayée et crispée et après un long silence, elle lui explique ceci. Alors qu'elle se promenait dans un des jardins du Vatican, une personne très proche du pape lui aurait fait des choses qu'on ne devrait pas faire sur une jeune fille. Elle va d'ailleurs utiliser le terme « ennuyé ». L'homme l'aurait ennuyé. Je pense qu'on a tous compris que ça sous-entend un comportement et un abus sexuel. Son amie, elle comprend immédiatement qu'il s'agit d'avances de cette nature, sans imaginer à quel point le Vatican fera tout son possible pour cacher cette information, quitte à supprimer les potentielles victimes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'accusation? Si c'est vrai, un haut placé du Vatican aurait abusé sexuellement puis fait disparaître, avec l'aide de l'église et du pape, une jeune fille, gardant le secret pendant 30 ans. Aujourd'hui, son ami s'en veut évidemment d'en avoir parlé à personne à l'époque, mais explique ne pas avoir su quoi dire ou quoi faire. Elle avait aussi peur de ne pas être crue et d'avoir honte des propos qu'elle tenait. Surtout qu'à l'époque, la pédophilie était beaucoup moins démocratisée et comprise, dans le sens où c'était beaucoup plus normal à l'époque, alors qu'aujourd'hui on condamne beaucoup plus ce genre d'actes. Et tant mieux, il était temps. De plus, toute sa famille vivait et travaillait au Vatican. Si Emanuela avait dit quelque chose, ils auraient peut-être tout perdu. Et c'est ce qui l'a poussé à ce moment-là à ne jamais rien dire à sa famille. C'est malheureusement sur cette fin un peu tragique que se termine cette vidéo, puisque depuis ces dernières accusations, on n'a jamais pu retrouver la trace d'Emanuela. J'aimerais aussi vous demander un gros soutien pour vos abonnés, parce qu'on est bientôt aux 100 000, et que franchement, genre, c'est arrivé, mais d'un coup, et là vous êtes genre 30 000 à vous être abonnés en quelques mois. C'est juste absolument fou, et c'est un plaisir à vivre. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'était Juliano. Ciao. Moi je vais aller bouffer parce que depuis avant mon ventre là il me fait des vibrations, j'ai l'impression d'être un iPhone.